On a tous un premier jeu vidéo qui nous a marqué. On a tous un premier souvenir de jeu vidéo. Pas forcément le premier jeu auquel on a joué, mais c'est celui qu'on considère comme étant notre premier jeu vidéo. Pour moi, par exemple, c'est Super Mario 64. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il n'a pas le même impact en fonction de si ça a été votre premier jeu ou non. Ça a été un jeu qui a marqué l'univers du jeu vidéo parce que c'est le premier jeu qui a réellement réussi son passage à la 3D. Et il n'a pas eu le même impact pour les joueurs qui ont découvert justement ce passage à la 3D que ceux qui, comme moi, ont découvert le jeu vidéo avec ce jeu-là. Parce que forcément, nous, on n'a pas connu cette transition, on n'a pas forcément connu cette période expérimentale de jeu 3 dimensions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu n'aura pas le même impact si quelqu'un, aujourd'hui, en 2025, décidait de le découvrir. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de ces jeux qui m'ont marqué, rendre hommage à ces jeux qui m'ont marqué, et pour commencer cette série de vidéos, pour moi il était impensable de ne pas commencer par Super Mario 64 qui est pour moi mon tout premier jeu vidéo. Donc déjà on va parler un peu de ce qu'est Super Mario 64. Donc Super Mario 64 c'est un jeu de plateforme qui est sorti en juin 1996 au Japon et en mars 97 en Europe. Âgé de 1 mois, j'ai évidemment pu jouer au jeu dès sa sortie, ce qui est entièrement faux. Le jeu, j'y ai joué quand j'étais enfant, c'est surtout mon frère qui a eu accès à ce jeu et je l'ai découvert quand j'ai pu tenir une manette entre mes mains. Ce jeu est une révolution qui marque l'industrie du jeu vidéo sur la réalisation d'un univers en 3D où beaucoup de studios s'y sont cassés les dents. RIP Sonic 3D Blast, Sonic n'a pas forcément réussi ce passage au début. Évidemment, par la suite, il y a des bons jeux Sonic 3D, ça c'est indéniable, mais en tout cas, dans les balbutiements, Sonic n'a pas réussi, et ce qui est intéressant avec Sonic, c'est que c'est le premier rival de Mario. Le jeu a eu le droit à 2 nouvelles sorties officielles, je ne compte pas les sorties sur la console virtuelle de la Wii ou sur l'eShop. Je parle évidemment du remake sur Nintendo DS en 2004 qui est très bon et qui apporte de nombreux changements, qui augmente déjà le nombre d'étoiles jusqu'à 150 au lieu de 120 étoiles dans le jeu original et qui permet de jouer avec des personnages en plus de Mario. Donc il y a Yoshi, il y a Luigi et il y a Wario. Ce portage, ce remake est intéressant parce que très honnêtement Mario a eu un petit coup neuf et il a pas mal marqué aussi la Nintendo DS de par aussi cette quantité de mini-jeux qui étaient présents dans le jeu. Le second opus qui est sorti de Super Mario 64, c'est un portage dans une compilation sur Nintendo Switch avec Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, qui est une honte de par le concept de vendre 3 jeux qui sont 3 ROM, parce que ce ne sont pas des remakes à proprement parler, c'est vraiment des ROM qui tournent sous un émulateur à 60€ avec une rupture programmée de 7 mois. Donc je vais pas m'étendre ici dans le marketing douteux de Nintendo, mais sachez que cette option existe, mais que forcément de par le fait que c'était une rupture de production programmée, le jeu n'est pas très facilement accessible en neuf. Pour jouer au jeu, donc vous avez le remake DS, ce portage Switch et la version originale sur Nintendo 64. Donc si vous ne possédez ni de Nintendo DS avec le jeu, ni de Nintendo Switch avec le portage, ou même de Nintendo 64 avec le jeu original, une dernière option, c'est l'émulation. Je ne vous conseillerais pas l'abonnement premium de Nintendo Switch pour jouer aux jeux Nintendo 64, car je trouve que c'est vraiment abusif dans le prix que propose Nintendo pour jouer à ce jeu. Donc personnellement, je vous conseillerais de vous tourner vers l'émulation, ou alors vers une des 3 versions physiques dont je vous ai parlé avant, si vous en trouvez une à un prix correct. Le bilan que je vais faire pendant cette vidéo, c'est évidemment via une nouvelle partie sur le jeu. Je n'ai pas plongé uniquement dans mes souvenirs, j'ai refait le jeu, pas à 100%, je me suis arrêté aux 70 étoiles, et c'est un bilan de mon expérience sur ce jeu. C'est une vidéo qui se veut évidemment subjective, donc forcément il se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles vous soyez en désaccord. Je me sens obligé de faire ce disclaimer car je veux voir en tant que joueur ce que vaut Mario 64 en 2025. Et donc forcément tous les éléments qui sont dans le contexte d'aujourd'hui ne seront pas mis dans le contexte de l'époque.
Il faut bien prendre en conscience ça aussi dans cette vidéo. Et de plus, il y a des choses que moi par exemple qui peuvent me déranger en tant que joueur mais qui vous ne vous dérangent pas, et inversement des choses qui moi ne me dérangent pas et qui eux vous peuvent vous déranger. Donc c'est pour ça que je préfère préciser que cette vidéo va être subjective. De plus, je vais parler dans cette série de vidéos uniquement des jeux qui m'ont marqué en tant que joueur, et par conséquent je suis forcément biaisé sur ces jeux. Je vais parler majoritairement des jeux que j'ai appréciés et de mon ressenti sur ces jeux. Donc même si je souligne des aspects négatifs sur les jeux, ça va souvent être des jeux que globalement j'apprécie. Je ne vais pas beaucoup parler de jeux que j'apprécie pas dans cette série vidéo. Pour cette vidéo, évidemment, je vais donc aborder la vidéo sous différents aspects. Donc déjà, on va commencer par la structure du jeu. Donc on va décortiquer ces structures du jeu de par le gameplay, le level design, l'histoire, etc. Et ensuite, on fera une sorte de bilan où je mettrai en avant pour moi les éléments importants de Mario 64 aujourd'hui, mon ressenti, et je finis sur 3 points positifs et 3 points négatifs sur le jeu. Et ça sera ça sur tous les jeux. Il y aura toujours 3 points positifs et 3 points négatifs. Donc je vais toujours m'efforcer à trouver sur les jeux des points négatifs et des points positifs. Évidemment, je préciserai quand je aborderai ces points s'ils sont plus ou moins importants selon moi. Bien, et du coup on va pouvoir commencer par analyser la structure du jeu. It's me, Mario! On va donc dans cette première partie à s'attaquer à la structure du jeu et plus précisément au gameplay. Donc Super Mario 64 est un jeu de plateforme, ce qui fait que le gameplay a une place centrale dans le jeu. Je vais dans un premier temps décortiquer un peu les touches principales de la manette. C'est important pour comprendre un peu comment Mario 64 a réussi à faire un tour de force dans les jeux de plateforme. Et après je rentrerai un peu plus en détail dans le gameplay en lui-même. Donc déjà, on a un joystick qui peut aller dans 8 directions. Donc direction cardinale et intercardinale. Je dirais c'est logique 8 directions, c'est un peu subtil et on va voir que c'est pas forcément le mieux. On a le bouton A qui permet de faire un saut et il y a 3 types de sauts. On a un saut petit, un saut moyen et un saut haut. Quand on reste statique et qu'on maintient le bouton A, donc on appuie plusieurs fois sur le bouton A, on fait un saut petit et un saut moyen. Et quand on se déplace et qu'on martèle le bouton A, on fait un saut petit, un saut moyen puis un saut haut. Le bouton B permet de faire un coup de poing, le bouton Z permet de s'accroupir. Et enfin, il y aura des combinaisons de touches. Par exemple, le bouton A et le bouton Z, ça fait un saut en avant. Le bouton Z puis le bouton A, ça fait un saut retourné arrière, qui est entre le saut moyen et le saut haut. Quand on va déplacer rapidement notre joystick de gauche à droite, ça va permettre à Mario, quand on appuie sur A, de faire un saut en diagonale amélioré. Et enfin, on a le bouton C, qui est le bouton qui permet de gérer la caméra. Donc à la différence d'aujourd'hui, on a un joystick pour gérer la caméra. Avant, c'était un bouton sur la manette de Nintendo 64. Donc c'était les 4 boutons jaunes sur cette manette. Donc déjà, je vais commencer par parler, pour moi, par le point qui fâche, c'est la gestion de la caméra, qui était un défi à l'époque et qui vraiment a marqué un grand tournant dans le jeu vidéo, mais qui montre d'énormes limites aujourd'hui. La caméra est gérée comme un autre personnage. On peut donc l'orienter, on peut passer à la vue à la première personne entre grosses guillemets pour pouvoir observer plus librement les environnements. De base, la caméra se place derrière Mario et adopte des angles spécifiques en fonction des situations où on se trouve dans chaque niveau afin de favoriser la prise de vue et donc de optimiser un peu plus nos déplacements pour qu'on garde la vision constante sur Mario et sur le passage qu'on est en train de franchir. Il y a cependant pour moi 2 problèmes majeurs dans cette caméra aujourd'hui. Le premier problème pour moi, c'est lorsqu'on tourne la caméra, il arrive qu'elle se bloque. Qu'on ne peut pas par exemple tourner autour de nous en boucle. Ce qui est frustrant lorsqu'on cherche à se repérer dans certains niveaux. Notamment dans le niveau trempé séché où plusieurs reprises j'ai essayé de regarder vraiment une position spécifique. Mais comme cette position spécifique se trouve dans l'angle mort du niveau, avec Mario on peut juste pas la regarder. Et c'est très frustrant. Le deuxième problème, c'est la caméra qui se replace automatiquement, qui permet certes de faciliter la vision de certains passages, mais qui aussi des fois nous empêche d'adopter l'angle qui, nous, en tant que joueurs, nous convient le mieux. Donc c'est vrai que la caméra fait le taf, c'est pas la pire caméra du monde, mais avec les standards actuels, le fait qu'on puisse la gérer vraiment librement avec son joystick montre qu'aujourd'hui, elle a de réelles failles.
Deuxième point négatif, entre grosses guillemets, c'est les déplacements de Mario qui se déplacent sur 8 directions. Ce qui donne donc une grande liberté de mouvement. Lorsqu'on aborde les niveaux de manière générale, on peut aller vraiment où on veut et on se sent libre. Mais le problème des 8 directions, c'est lors des passages précis de plateforme. En effet, Mario va passer par exemple de la position nord à la position nord-est, mais il va pas faire le cheminement entre les deux. Ce qui fait que quand on va avoir des petits passages précis, quand on va tourner juste un petit peu pour que Mario fasse un petit déplacement, bah il arrive que Mario tombe et ait des difficultés à se déplacer sur ces plateformes. Donc c'est des passages qui sont assez anecdotiques, vu que c'est pas non plus des passages qui sont récurrents dans tous les niveaux et tout le temps présents. Mais quand ces passages arrivent, il est vrai que on peut avoir du mal à aller où on veut avec Mario. On va parler maintenant des sauts. Alors les sauts, c'est vraiment le point central de Mario parce que forcément c'est le gameplay principal du jeu. Donc on a vu les différents boutons et cet attirail de saut combiné au déplacement de Mario nous donne un large panel d'actions qui nous permet d'innover dans les techniques de déplacement, d'aborder certains passages et même parfois d'essayer de casser les niveaux en récupérant des étoiles d'une manière entre guillemets pas traditionnelle. On peut, en utilisant des rebonds contre les murs, atteindre des passages qui nous semblent inaccessibles, faire un long saut en avant pour sauter au-dessus d'un ravin ou encore réaliser un triple saut pour atteindre des plateformes en hauteur. On se sent gratifié de réussir à exploiter ce gameplay qui effectivement nous donne pas mal de satisfaction et qui va être mis en avant via le level design. Donc on en parlera quand on sera sur la partie sur le level design. Dernier gameplay important aussi à noter, c'est la nage. La nage qui est le gameplay selon moi le moins agréable mais qui reste intéressant dans sa gestion d'un environnement aquatique. Mario est plus lent mais peut se déplacer sous l'eau dans vraiment un espace en 3 dimensions. Il n'y a pas de système de gravité entre grosses guillemets, ce qui fait qu'on a cette impression de Mario qui vole. On peut comparer avec d'autres jeux sortis sur la même console où on a un personnage qui vole, notamment Superman 64, où on voit que la gestion effectivement de déplacement aérien est très compliqué. Et Mario 64 réussit à très bien exploiter ces environnements aquatiques, entre grosses guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le fait qu'il y a un côté timer, parce que forcément il y a un système d'oxygène quand on est sous l'eau, qui fait qu'on ne peut pas rester indéfiniment sous l'eau, parce qu'on perd de la vie. Et que pour en récupérer, soit on doit récupérer une pièce en étant sous l'eau, soit on doit remonter à la surface. Ça offre une nouvelle manière d'appréhender les environnements en 3D et c'est une prouesse technique pour l'époque, même si aujourd'hui ça a un peu vieilli. 3 petites spécificités de gameplay, parce qu'effectivement le gameplay de Mario 64 s'améliore légèrement au fur et à mesure du jeu, et notamment via 3 casquettes de transformation, qui est les prémices un peu de comment on va pouvoir pousser un peu plus le gameplay. La première casquette, c'est la casquette d'invisibilité qui permet de traverser certains murs. La deuxième casquette, c'est la casquette ailée qui nous permet de planer. Et la troisième casquette, c'est la casquette de métal qui nous permet de couler au fond de l'eau sans se soucier de l'oxygène et donc de résoudre certaines énigmes. Deux d'entre elles, donc la casquette invisible et la casquette ailée, peuvent être obtenues avec des niveaux cachés dans le château. Donc juste en explorant le château, on peut tomber sur ces casquettes-là. Et la dernière, la casquette de métal, peut être obtenue dans un niveau caché qui se trouve au sein d'un niveau. Donc qui est un peu plus technique à obtenir parce que ça demande d'explorer un niveau précis. Et quand on ne sait pas que c'est dans ce niveau-là, donc la caverne brumeuse, et bah des fois on peut se demander où se trouve cette casquette de métal. Surtout que les deux précédentes sont dans le château, on peut se dire que c'est dans le château alors que non, c'est dans un niveau. Ce qui est intéressant, c'est que on connaît l'existence en fait de ces casquettes parce que dans les niveaux sont parsemés à certains endroits des blocs rouges, bleus ou verts qui sont transparents et qui deviennent solides uniquement quand on réussit à débloquer l'accès à ces casquettes. Et on connaît l'existence de ces casquettes parce que quand on obtient notre 10e étoile, le jeu illumine le tapis du château, du rez-de-chaussée du château, avec un trait lumineux qui nous donne accès au niveau bonus. On débloque la casquette ailée. Donc on se doute en fait l'existence de ces casquettes parce qu'on voit qu'effectivement on a accès à ce niveau là, on débloque la casquette rouge et après on voit qu'on a un bloc bleu et un bloc vert et que forcément il reste encore 2 autres casquettes à débloquer. Sachant que la casquette invisible est facile à trouver, il n'y a que la casquette vraiment de métal qui est assez difficile à découvrir. Le feeling sur le gameplay est vraiment toujours très très bon. Et c'est vraiment le level design qui va pouvoir mettre ce gameplay sur un piédestal. Donc on va voir du coup dans un
second temps, le level design. On va donc s'attaquer dans cette deuxième partie sur le level design et même plus largement le contenu du jeu. Ce que le jeu va proposer en activité à réaliser dans effectivement le jeu. Et ici c'est plus intéressant de s'attarder sur le level design parce que c'est un jeu de plateforme et c'est vraiment le level design qui est le contenu en lui-même. Donc Super Mario 64 a un level design qui est très intéressant car il fonctionne avec un hub central, le château de Peach, et avec une sélection de niveaux via les tableaux du château. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir tous le même début de jeu et que la façon d'aborder le jeu va évoluer une fois qu'on aura passé ce tutoriel. Donc le premier aspect du jeu, c'est que quand on arrive, on a dans la cour du château qui nous donne une liberté d'exploiter le gameplay sans avoir le moindre obstacle. On peut pratiquer les sauts librement, on peut pratiquer aussi le fait de pouvoir grimper sur certains piliers via les arbres de la cour, ou encore expérimenter le gameplay de la nage via les différents points d'eau qui sont disponibles dans la cour du château. Ce qui nous permet de nous familiariser avec le gameplay de Mario, et une fois qu'on a réussi à se familiariser avec ce gameplay, on peut décider de rentrer dans le château et commencer le jeu. Quand on arrive dans le château, donc on est au rez-de-chaussée, on n'a accès qu'à un seul niveau qui est le royaume de la bataille Bomb-Bomb. Ce niveau, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive devant le tableau, on voit qu'il y a des petites vaguelettes qui se dessinent, ce qui nous indique que c'est via ces tableaux qu'on aura accès au niveau. Quand on rentre dans ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est déjà on voit qu'il y a un titre qui est indiqué, qui est plus ou moins subtil sur l'objectif du niveau. En l'occurrence, Roi Bob-Omb au sommet. On comprend donc qu'il faut aller en haut du niveau et défier le Roi Bob-Omb. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrive dans le niveau, on voit plusieurs choses qui vont nous indiquer effectivement plusieurs aspects qui vont se retrouver dans tous les autres niveaux du jeu. Déjà, on voit le bloc rouge, donc comme je vous ai parlé précédemment, qui sont les blocs qui donnent accès aux casquettes de transformation de Mario, qui est transparent. Donc ça nous indique qu'il va falloir revenir plus tard dans le niveau pour pouvoir débloquer cette casquette, ou alors elle se débloquera plus tard dans le niveau. Mais en tout cas, soit c'est via le niveau qu'on débloquera cette casquette, soit c'est via autre chose. Et on comprendra au fur et à mesure que ce sera via autre chose. Autre élément, c'est évidemment l'accès aux pièces rouges. On voit que on a la première pièce rouge qui est devant nous, et quand on la récupère, on a un petit 1 qui apparaît. Si on en récupère une deuxième, on voit un petit 2, ce qui nous fait comprendre qu'il y a un nombre de pièces rouges à récupérer qui nous donneront accès à la fin du niveau à une étoile. Et on verra que ces pièces rouges seront présentes dans tous les niveaux. Donc on se doutera que chaque pièce rouge, à chaque fois, donne accès à une étoile. Et enfin, dernier élément, c'est le fait que malgré le fait que vous ayez un objectif clair, en l'occurrence monter tout en haut du sommet du royaume Bob-Omb et défier le roi Bob-Omb, bah vous pouvez aussi récupérer d'autres étoiles qui sont sur le chemin. En l'occurrence ici, on voit derrière le Chomp, dans une grille, se trouve une étoile. Et si on décide de libérer le Chomp, on a accès à cette étoile, qui est la dernière étoile du niveau. Donc c'est la première étoile qu'on voit, et c'est la dernière étoile entre guillemets à obtenir dans le niveau. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le jeu nous montre, quand on récupère cette étoile, le nombre d'étoiles totales qu'on peut trouver dans un niveau, sans compter les 100 pièces, mais aussi le fait que on peut récupérer certaines étoiles, même si ce n'est pas les étoiles qu'on est censé récupérer à ce moment précis du niveau. Ce qui nous laisse une grande liberté aussi dans comment on aborde les étoiles dans les niveaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a récupéré une des deux étoiles et qu'on sort, on a accès à deux potentiels niveaux. Soit le niveau caché du château, on descend une piste et que l'objectif c'est de descendre le plus vite possible pour pouvoir avoir accès à 2 étoiles, ou alors accéder à un autre niveau qui est la forteresse Swamp, où on peut récupérer, comme dans la bataille Bob-Omb, cette étoile. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là que on a passé le tutoriel et qu'on est libre d'aborder le rez-de-chaussée comme on veut. Il y a un total de 4 niveaux au rez-de-chaussée.
il y en a 2 qui sont bloqués derrière l'obtention de 3 étoiles, un qui est accessible dès le début et un qui est accessible une fois qu'on a débloqué une étoile. Une fois qu'on atteint les 8 étoiles, on a accès à un niveau de Bowser avec un combat contre lui à la fin. Dans ce niveau, on a 8 pièces rouges à récupérer qui nous donnent aussi accès à une étoile. Une fois qu'on a abattu Bowser, on récupère une clé qui nous déverrouille l'accès au sous-sol, ce qui étend une première fois l'aire de jeu. Une fois qu'on atteint les 30 étoiles, on a accès à un niveau, et une fois qu'on a réussi la première étoile de ce niveau, on a accès à un deuxième niveau contre Bowser, où là aussi il y a 8 pièces rouges à récupérer. Et au bout de ce niveau, une fois qu'on a battu Bowser, on récupère encore une clé qui nous donne accès cette fois au premier étage, qui étend une deuxième fois l'aire de jeu. Et enfin, la dernière fois où l'aire de jeu va être étendue, c'est lorsqu'on obtiendra 50 étoiles. Là, il n'y aura pas de niveau de Bowser, parce que le prochain niveau de Bowser, c'est le dernier niveau quand on atteint les 70 étoiles, mais on a accès à tous les autres niveaux du jeu. Donc on a vraiment 3 moments où l'aire de jeu dans Mario 64 s'étend. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand cette aire de jeu s'étend, c'est aussi pour montrer une sorte de montée en difficulté qui est assez progressif et bien amené. Par exemple, le Royaume Bob-Omb, les chutes sont aucunement punitives ou mortelles. Elles sont mortelles évidemment si vous avez quasiment plus de vie que vous tombez, mais vous pouvez tomber de tout en haut du niveau et arriver tout en bas, vous n'allez pas mourir. Et à l'inverse, le dernier niveau du jeu, la course arc-en-ciel, chaque chute peut être mortelle. Parce que vous êtes dans les cieux et que si vous ne tombez pas sur une des plateformes qui se trouvaient derrière nous, qui vont une sorte de retourner en arrière dans le niveau, vous tombez dans le vide et vous êtes éjecté du niveau. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a l'accès à 70 étoiles. On doit avoir accès à 70 étoiles pour pouvoir finir le jeu. Ce qui veut dire qu'il reste 49 étoiles entre grosses guillemets, parce qu'il y a toujours les 8 pièces rouges dans le dernier niveau de Bowser à récupérer. 49 étoiles qui sont annexes entre guillemets pour pouvoir arriver jusqu'à Bowser 3. Ce qui fait que ça nous laisse une très grande liberté dans notre manière d'aborder les niveaux. Par exemple, dans ma partie, j'ai débloqué l'entièreté de l'espace de jeu, donc 50 étoiles, sans avoir été une seule fois dans les niveaux suivants: la montagne Glagla, la baie des pirates, les sables trop mouvants, chez le roi des neiges, la trop haute montagne et l'île Grand Petit. Donc on voit que dans ma partie, il y a 6 niveaux que j'ai entièrement ignorés. A contrario, les niveaux que j'ai explorés à 100%, donc où j'ai fait les 7 étoiles, donc avec les 100 pièces, sont la forteresse Swamp, le manoir Big Boo, les laves fatales et le monde trempé séché. Donc on a 4 niveaux que j'ai dû explorer à 100% pour pouvoir avoir accès à ces 50 étoiles. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il y a des étoiles où vous n'allez pas vraiment vouloir les faire parce que c'est soit dur, soit ça vous embête, etc. Et hormis dans l'objectif du 100%, aucune étoile n'est vraiment obligatoire. Et je ne vous conseille pas forcément de réaliser le 100% parce que la récompense est uniquement déverrouiller un canon dans le canon de la cour du château qui nous permet d'accéder au toit et donc d'avoir un easter egg avec Yoshi. Donc concrètement, ça sert à rien de forcément faire les 100 étoiles, si ce n'est pour la satisfaction personnelle d'avoir fini le jeu à 100% et d'avoir fait tous les niveaux et toutes les étoiles. Donc le jeu se veut réellement accessible. Contrairement à d'autres jeux, ou même des jeux de la même licence, on peut plus facilement skip des niveaux. On peut carrément ignorer des niveaux complets et quand ils nous plaisent pas, se dire celui-là je le fais pas. Par exemple dans Super Mario Sunshine, on est obligé de faire tous les niveaux. On n'est pas obligé de tous les finir parce qu'on doit aller jusqu'à la 7ème étoile, mais on est obligé d'aller jusqu'à la 7ème étoile de tous les niveaux. Donc forcément, Mario 64 donne quand même plus de liberté dans notre manière d'aborder les niveaux. Par exemple, ce qui est intéressant ici, c'est aussi le fait que quand vous trouvez une étoile qui est pas fun, vous la faites pas. Genre personnellement, j'aime pas le monde des sables trop mouvants, je l'ai évité un maximum.
J'aime beaucoup le manoir Big Boo, donc je l'ai fait à 100%. Donc en fait, voilà, on peut aborder vraiment faire le jeu comme on veut. Et cette structure vaut à Mario 64 d'être pour moi le Mario 3D avec la plus grande liberté d'exploration, ce qui est pour moi sa plus grande force. Chaque niveau propose en eux-mêmes une structure originale, qui est une aire de jeu à part entière que l'on peut aborder comme on le souhaite. Certaines étoiles sont obtensibles n'importe quand, comme on l'a vu plus tôt, mais certaines sont obtensibles uniquement via des scripts. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la bataille Bob-Omb. On peut avoir accès à la course contre Koopa Rapido uniquement quand on a battu le roi Bob-Omb, ce qui force du coup une certaine linéarité dans certains niveaux. Ce qui a aussi l'avantage des fois de le faire évoluer, même si les évolutions sont quand même pour la plupart extrêmement légères, voire anecdotiques. Je vais prendre un exemple de niveau de la manière dont moi je l'ai abordé, pour que vous compreniez un peu cette liberté qu'on a qui n'est pas forcément très claire. On va prendre l'exemple du manoir Big Boo. Quelqu'un de normal donc, va faire la première étoile, qui est accessible dans le rez-de-chaussée du manoir, en tuant 5 bouts. Ce qui permet à Big Boo d'apparaître dans la pièce centrale, de le battre, et qu'une fois qu'on l'a battu, on déverrouille l'escalier qui nous permet, dans les prochains niveaux, l'escalier sera déjà débloqué, et donc accéder au premier étage. Sauf que si vous exploitez le gameplay et le level design, vous pouvez faire un saut en rebondissant contre un mur et atterrir directement au premier étage. Et donc réaliser toutes les étoiles qui se trouvent au premier étage. Ce qui fait qu'au final, vous avez accès à un total de 4 étoiles différentes au premier étage que vous pouvez faire sans avoir même fait la première étoile. Et c'est ce qui est, c'est incroyable avec ce jeu, c'est que au final, en exploitant ce gameplay, on voit que on a la satisfaction de pouvoir casser le niveau et de pouvoir un peu s'approprier les étoiles comme on veut. La finalité resterait la même si je faisais la première étoile et ensuite je les faisais dans l'ordre, mais l'expérience de jeu serait complètement différente parce que là j'ai vraiment eu l'impression que c'est moi qui ai décidé de faire cette étoile à ce moment-là, et donc j'ai réussi à pousser le gameplay au plus loin. Et donc en tant que joueur, je suis satisfait d'avoir pu potentiellement casser ce niveau. Malgré tout, tous les niveaux ont le même nombre d'étoiles obtensibles, 7. Comme je disais, donc une où il y aura toujours les 8 pièces rouges, et une via les 100 pièces, ce qui n'est jamais explicitement dit. C'est une étoile qui est plus ou moins annexe. Donc, annexe si vous la voulez pas, mais pas vraiment annexe si vous voulez faire le 100%. Et le seul moyen de vous en rendre compte, c'est uniquement si vous récupérez 100 pièces dans un niveau. Si vous ne le faites pas, il est possible que vous finissiez le jeu sans même vous rendre compte que les 100 pièces donnent une étoile. Le jeu possède donc une durée de vie qui est quand même relativement courte, mais qui a pour avantage d'avoir une durée de vie où on s'ennuie jamais, entre 10 et 20 heures de jeu. Chaque niveau possède une identité, une structure propre et une ambiance propre, ce qui est aussi mis en avant par la musique, ce qui sera le prochain point qu'on va aborder, la musique. Les musiques de Super Mario 64 sont iconiques et marquantes. Je ne vais pas ici faire une analyse musicale car je ne m'y connais pas assez, mais je vais plus parler de ressenti et d'ambiance qu'elles m'ont procuré. Déjà, on peut noter l'absence de musique dans la cour du château, ce qui montre un environnement calme, éloigné en même temps du jeu, comme pour signifier que l'action ne se passe pas dans la cour mais dans le château. On peut dire pareil dans la cour intérieure, mais là c'est plus pour faire croire aux joueurs qu'il n'y a rien à y faire, ce qui est vrai jusqu'à l'apparition des bouts dans cette cour même du château. La musique du château de Peach est rassurante, comme pour signifier que le joueur est en sécurité. Un air décontracté permet donc de sentir comme chez soi, ce qui contraste avec la musique d'alerte de Bowser qui est la première chose qu'on entend lorsqu'on rentre dans le château, pour signifier que malgré cet endroit qui est un lieu rassurant, un mal rôde dans son sein qu'on va devoir nous-mêmes y mettre un terme. Enfin, chaque niveau possède sa propre musique qui peut donner un air mystérieux et angoissant, comme le thème par exemple de la caverne brumeuse.
effrayantes et oppressantes, comme celle du manoir Big Boo. Ou festive encore, où on se sent en position de force, comme celle du bataille Bomb-Bomb, qui est la premier niveau qu'on explore dans Mario 64. Ou encore reposante, comme celle de la baie des pirates, qui nous donne aussi une sensation vraiment d'apaisement. Ou enfin pour finir, une musique iconique de Mario 64 pour véhiculer une sensation de vitesse avec la course contre le pingouin. Donc, les musiques accompagnent l'ambiance donnée au monde et au level design, et ceux-ci servent à soit mettre en confiance le joueur, soit le déstabiliser pour véhiculer certaines émotions. Par exemple, comme je vous disais, celle de la bataille Bomb-Bomb qui est festive, où on sent qu'on est en position de force, sert au joueur qui commence le jeu d'être dans une position où il va se sentir en sécurité et on va lui faire comprendre que c'est lui qui a les cartes en main. A l'inverse, dans le manoir Big Boo, cette musique angoissante, cette musique vraiment oppressante va justement essayer de déstabiliser le joueur pour au contraire lui dire que c'est pas lui qui est en position de force. Ça qui est intéressant avec les musiques de Mario 64, c'est vraiment donner une identité propre au niveau et aussi donner une certaine position au joueur et lui faire véhiculer certaines émotions et donc marquer le joueur. Princess Toadstool. Peach. Je vais parler maintenant de l'histoire, mais je ne vais pas m'étendre dessus, car l'histoire ici est juste un prétexte. Il n'y a aucune mise en valeur hormis pour mettre en place un antagoniste, Bowser, et un motif pour avancer, délivrer Peach. C'est le cas dans beaucoup de Mario, néanmoins, même si l'histoire sert de prétexte, on voit ici qu'elle est au tout dernier plan, et que Nintendo ne travaillera que plus tard ces histoires dans les jeux Mario. On voit surtout que ici, Peach sert juste à demander de l'aide et dire merci à la fin. Mario ne parle pas, les seuls moments où il parle c'est lorsqu'on ne touche pas la manette pour parler de nourriture italienne. Et enfin, Bowser est juste un grand méchant pas beau. Comme dit, je ne vais pas descendre le jeu par rapport à son histoire, hein, c'est aussi pertinent que de critiquer un visual novel parce que son gameplay est pas exceptionnel. Évidemment, c'est au dernier plan du jeu. Mais ce qui est intéressant de noter au niveau de l'histoire, c'est que les opus suivants, notamment Mario Galaxy ou même Mario Sunshine, va apporter un peu plus de profondeur à ces personnages et de caractérisation. On peut penser notamment dans Mario Galaxy au personnage d'Harmony qui a un très grand travail de caractérisation, qui est assez intéressant. Donc, non, l'histoire du jeu est pas intéressante, mais on s'en manque un petit peu. On va enfin parler de la technique. Alors, les graphismes, on va être franc, aujourd'hui, c'est moche. Hein, on va pas dire que oui, ça va, c'est non, c'est moche.
Les jeux de la génération Nintendo 64, PlayStation 1, c'est une génération qui a très mal vieilli au niveau de ses textures car elles sont très grossières, les polygones sont très visibles et on voit vraiment un gap technique significatif avec la génération suivante. Donc effectivement, dire que le jeu est pas fou sur le plan des graphismes et de la technique n'enlève rien au travail sur la direction artistique qui reste très bonne. Le jeu est coloré, on arrive à comprendre où on est et malgré tout, le jeu propose des panoramas qui restent agréables, malgré que la technique soit vraiment aux fraises. Notamment, je trouve que le chapeau de Peach, quand on arrive dans le jeu, est assez imposant et majestueux. En plus de ça, le jeu est fluide. Pour ces captures, j'ai joué sur une version émulée, mais pour avoir refait le jeu il y a quelques années en faisant les 120 étoiles sur une Nintendo 64 sur une vieille télé cathodique, je peux vous assurer que le jeu est fluide et constant, avec aucune baisse de framerate, ce qui est plaisant. Et donc même si le jeu est techniquement dépassé, il est quand même beaucoup mieux optimisé que certains jeux qui sortent en 2025. On a de très rares bugs au cours du jeu. Les seuls bugs que j'ai pu avoir, c'est des bugs où Mario est sur le bord d'une plateforme et il tombe et remonte très vite, mais ça m'est arrivé une fois dans toute ma run. Bye bye! On va enfin parler de mon ressenti sur ce jeu, ce que je pense du jeu aujourd'hui et ce que je vous le conseillerais ou pas. Avec ce qu'on a vu, il serait rabaissant pour Mario 64 de le qualifier de jeu dépassé, qui n'a rien d'intéressant à proposer et qui est dépassé en tout point par ses successeurs Mario Galaxy ou Mario Sunshine. C'est entièrement faux. Même si Mario Galaxy a une aura extrêmement importante, Mario 64 n'a rien à lui envier. Aujourd'hui, je vous conseille toujours le jeu, car pour moi, ça reste un jeu qui a marqué l'univers du jeu vidéo. C'est un jeu qui propose toujours une expérience ludique très intéressante et, malgré tout, le platformer 3D est un type de jeu qui est en disparition. On a très peu d'opus platformer 3D qui apparaissent et la seule licence qui aujourd'hui marche encore, c'est malgré tout Mario. Même si Sonic arrive à survivre, ce n'est plus vraiment des jeux qui marquent fortement les jeux, même si Sonic Frontier est très intéressant à ce niveau-là. De plus, je trouve que c'est un jeu qui, mine de rien, est toujours intéressant à essayer, ne serait-ce que pour comprendre à quel point l'exploitation d'un level design, la conception d'un level design est hyper important et que le level design est au service du gameplay. Et ça, c'est fou. Parce que c'est un jeu où, mine de rien, le gameplay et le level design sont quand même maîtrisés et que vous, en tant que joueur, lorsque vous maîtrisez les deux, vous êtes valorisé en tant que joueur. Et il y a, mine de rien, pas énormément de jeux qui peuvent proposer ça. Ce fait de maîtriser un gameplay et un level design est récompensé en fait. Donc ce qui est fou avec ce jeu, c'est qu'il peut à la fois s'intéresser à des vétérans du jeu vidéo qu'à des joueurs ou joueuses occasionnels qui jouent très peu. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, le jeu est très accessible. Et l'introduction est tellement bien faite qu'on va directement immerger dans le jeu. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un jeu qui n'est pas trop long à faire. On est quand même dans une société où il y a de gros AAA qui sortent, qui mettent plus de 70 heures à être finis. C'est bien aussi d'avoir des jeux qui se finissent en une dizaine d'heures. On va parler des 3 points positifs et des 3 points négatifs. On va commencer par les points négatifs et on va les trier par ordre d'importance. Donc, les 3 points négatifs sont pour moi le plus anecdotique, les graphismes. Le jeu a vieilli, c'est indéniable, hein, c'est pas un canon de beauté, faut être honnête. Néanmoins, ce n'est pas un problème car la DA reste très bonne. Mais voilà, il faut quand même reconnaître que le jeu a pris un coup du jeu, mais ça n'empêche pas de jouer au jeu. Si vous êtes des personnes qui a fait quand même accorder beaucoup d'importance au graphisme, évidemment le jeu vous allez pas, ça va pas être le jeu sur lequel vous allez vouloir aller. Hein. Le jeu a pris un coup. Après, ça serait quand même un peu dommage de juste ne pas vouloir jouer au jeu parce que les graphismes sont vieillots. Deuxième point négatif qui est pour moi un peu plus gênant, c'est les 8 directions. Réel problème uniquement sur les passages où les déplacements de Mario doivent être précis. Donc c'est des passages qui arrivent très peu souvent. Mais quand ça arrive, c'est très frustrant. Faut le noter. Et enfin pour moi le gros point négatif, qui est pour moi vraiment un point qui m'a vraiment gêné pour le coup, c'est la caméra. Cette caméra qui est pas ergonomique,
qui se déplace vraiment par coup sec, ce qui fait que quand on veut juste la déplacer un tout petit peu pour avoir un léger meilleur angle, bah, elle va partir directement sur un autre côté, ce qui fait qu'on a Mario qui suit aussi les déplacements. Ça m'est déjà arrivé de tomber dans le vide parce que je déplace ma caméra et que Mario suit en même temps, change de direction parce que j'ai déplacé ma caméra. Le fait aussi que le fait qu'on puisse pas faire des tours 360 degrés de caméra, sauf si on se met en mode première personne, ce qui est très gênant aussi parce que des fois pour observer certains aspects du niveau c'est un peu embêtant. Évidemment c'était une révolution à l'époque, évidemment ça a apporté beaucoup de choses, mais il faut être honnête, l'optimisation de la caméra a quand même été bien dépassée depuis l'époque de Mario 64 et que Mario 64 a quand même pris un coup de vieux là-dessus. On va passer aux 3 points positifs les plus importants pour moi de Mario 64. Le gameplay de Mario, donc qui est le pareil, on va passer du moins important au plus important. Donc le gameplay de Mario qui est simple mais efficace. Mario répond bien aux actions, qui reste plaisant à manier aujourd'hui. Je l'ai mis aussi bas parce qu'il y a quand même les 2 points noirs qui sont la caméra et les 8 directions, mais ça reste 2 points noirs sur un ensemble de gameplay qui est bien géré. Deuxième point positif qui est pour moi qui serait limite le point le plus important pour moi, mais en même temps c'est pas le plus important pour la majorité des joueurs, donc je vais quand même le mettre en deuxième position parce que je trouve que c'est peut-être celui qui va être peut-être le moins important pour vous, contrairement au premier, c'est la liberté d'exploration. La liberté d'exploration c'est un peu le pouvoir d'explorer comme on veut les niveaux, c'est pour moi tellement une grande force du jeu. On peut complètement ignorer des niveaux qui nous plaisent pas, on peut aller à fond dans les niveaux qui nous plaisent et vraiment essayer de les casser, etc. Franchement, on n'a pas de très peu de restrictions dans l'exploration des niveaux, et même au sein même des niveaux, on peut faire un peu les étoiles dans l'ordre qu'on veut, ce qui fait qu'on a un énorme choix et de liberté, ce qui aide aux joueurs à s'approprier vraiment le jeu. C'est, je pense, le point qui m'a le plus sauté aux yeux quand j'ai refait le jeu actuellement. En première position, je vais forcément mettre le level design parce que c'est grâce à ce level design que le gameplay de Mario est transcendé. C'est la plus grande réussite du jeu, tant dans sa variété de niveaux, hein, on a quand même des niveaux qui sont très variés en termes de gameplay, que aussi dans la manière que ces niveaux sont structurés et qui permettent d'exploiter le niveau de Mario, enfin le gameplay de Mario. Quand on exploite son gameplay à Mario, on peut vraiment aller à fond dans certains aspects ou complètement ignorer d'autres aspects, c'est comme on veut. On peut aborder les niveaux de manière linéaire, comme les développeurs ont pensé, ou au contraire, comme j'ai pris l'exemple avec le manoir Big Boo, complètement casser le niveau et faire les étoiles dans l'ordre qu'on veut. Et ça, pour moi, c'est la plus grande force du jeu pour la plus grosse majorité des joueurs, parce que c'est ce qui va vous sauter aux yeux, plus que la liberté d'exploration. Donc c'est pour ça que je le mets en première position. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais donc continuer cette série vidéo sur des jeux qui m'ont marqué en tant que joueur. Et j'espère en tout cas que vous allez apprécier cette vidéo comme vous allez apprécier les prochaines. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre premier jeu vidéo, ou du moins votre premier souvenir de jeu vidéo qui vous a marqué. Allez, tchuss! Thank you so much for playing my game.